Merci beaucoup déjà de cette invitation. Je ne sais pas si la meilleure chose à faire est de répondre tout de suite. Je pense que ça va prendre du temps, donc je vais garder la question pour plus tard. Parce que le dispositif au Québec est complètement différent et on ne va pas parler de laïcité dans le même sens qu'on va aborder la laïcité en France. Donc, dans le cadre juridique québécois, on parle de déconfessionnalisation et les cimetières ne sont pas au Québec des cimetières municipaux. Donc, beaucoup des questions pratiques et législatives qui se posent dans le cadre français sont inexistantes au Québec et choqueraient et risquent de choquer beaucoup d'entre vous. Donc, oui, il y a des indications. Par ici, c'est les juifs, par ici, les musulmans, par ici, les bouddhistes, par ici, les différentes... Et il y a des carrés français de la communauté française. Voilà. Donc, ce sera toute une discussion, mais par la suite. Donc, je vais peut-être commencer avec ma présentation. Il y a des éléments de ma présentation qui vont reprendre, évidemment, les grands jalons juridiques, puisque ceux-ci fondent, finalement, le carré confessionnel dans le contexte français. Oui. Donc, je m'excuse également par avance si je froisse ou risque d'appuyer sur des boutons de sensibilité dans le contexte français. Ça fait quand même une longue distance pour venir jusqu'ici. Je suis encore sur les décalages horaires, donc soyez gentils avec moi. Donc, ma communication s'intitule « Carré confessionnel, gestion sociale de la mort et ritualisation funéraire ». Elle se divise en 3 parties. Donc, la première dresse un portrait de l'évolution socio-historique des espaces funéraires. La seconde, des enjeux socio-anthropologiques. Et la troisième ouvre sur des propositions. Et je pense qu'à ce moment-là, des interventions, comme vous avez évoqué, de manière pratico-pratique, le fait qu'on ne puisse pas inhumer le samedi, le dimanche, pose des questions. Donc je pense que ça pourra venir à la période de questions ultérieurement. Donc, ayant également travaillé dans le milieu funéraire, donc en France et au Québec, je suis vraiment ouvert à discuter de situations très très pratiques. Donc la question, à mon sens, est hautement politique. Et il m'apparaît important donc, de rappeler que ce sont les motivations politiques qui changent les lois et influencent les conditions du vivre ensemble dans les espaces du commun. Ça me paraît important à rappeler. Or, comme que nous soyons élus, opérateurs funéraires ou juristes, toutes nos actions sont une réponse à notre lecture socioculturelle du monde et de ses difficultés, de comment nous comprenons le monde. Donc, cela nécessite nécessairement d'aborder la création de carrés confessionnels, d'avoir une interprétation nuancée, capable de décrypter les besoins réels de la population. Il y a une demande, mais qu'est-ce que cette demande signifie? Donc, commençons avec peut-être l'évolution socio-historique. L'histoire du cimetière français est l'histoire du rapport à la mort de la société française. À l'Antiquité, les morts sont hors des murs. Ils sont placés dans des concessions familiales. Au Moyen-Âge chrétien, on les rapproche des lieux de culte. On parle alors des cimetières paroissiaux, lieux sacrés religieusement. Donc les morts bénis et consacrés sont la partie noble de l'espace funéraire. Donc une parcelle spécifique du cimetière non consacrée accueille les morts sans baptême, les suppliciés et les suicidés. On appelle ce coin le coin des réprouvés. Donc, puis, sous l'Ancien Régime, les sépultures sont souvent manipulées. Donc, exhumation, réexhumation, mais cela n'est pas vu comme un manque de respect. L'importance est davantage mise sur le fait que l'Église demeure en charge de la dépouille. L'importance, à l'époque, c'est de comprendre que les morts et les vivants sont en bonne entente. Toutefois, à partir du XVIIIe siècle, les cadavres deviennent de plus en plus encombrants, pour 2 raisons. La première, c'est l'urbanisation galopante et la croissance démographique. La seconde est d'ordre socio-historique, donc les sensibilités changent. On relève de plus en plus de dégoût marqué vis-à-vis du cadavre, de ses odeurs. Les morts et la mort deviennent un objet d'une peur, la peur de la contamination. Puis, sous le règne de Louis XVI, on éloigne les cimetières des villes. Par exemple, 1785, on est à Paris, donc les ossements du cimetière des Innocents sont déménagés dans les catacombes parisiennes. On parle de dédomiciliation des cimetières. Il y a des résistances à cette époque au mouvement et leur usage, on va par exemple interdire de porter les cadavres à même les bras. Donc les corbillards vont faire leur apparition et avec eux, on va formaliser ce qui est le marquage des classes sociales vis-à-vis des différents types d'enterrement. C'est là d'où vient l'expression « mourir en grande pompe ». Au temps de la Révolution, la gestion des cimetières donc, est conférée aux communes. On arrive progressivement à aujourd'hui et finalement à ce qu'on connaît tous et toutes aujourd'hui.
le 23 donc, prairial de l'an 12, Napoléon émet un décret qui interdit les inhumations dans l'enceinte des lieux de culte. Donc désormais, elles devront être au moins à 35 mètres des enceintes et au nord de préférence. Je serais assez curieux de savoir pourquoi choisir au nord de préférence, mais je laisserai à d'autres le soin d'y répondre. Une police municipale des cimetières est créée. Elle est encore aujourd'hui en action. Donc on met fin aux interdits religieux de sépulture. Dès lors, tout le monde a le droit à une sépulture. Mais ça passe par des cimetières paroissiaux religieux intramuros au cimetière communal extramuros. Chaque culte doit alors trouver un lieu d'inhumation particulier. Chaque culte. Sans quoi, les défunts sont séparés par particularisme confessionnel. Donc rien à l'époque, absolument rien, n'est prévu pour les statuts d'extraterritorialité spirituelle. Bref, les défunts n'appartenant à aucun culte restent dans le coin des réprouvés encore. À partir de 1870, les enterrements dits civils se multiplient, c'est-à-dire sans recours à des services de culte. Toutefois, les familles restent contraintes à la déclaration d'appartenance confessionnelle. On l'évoquait tout à l'heure aussi sur est-ce qu'on va retrouver ces données-là. Donc, à cette époque, la hiérarchie catholique, appuyée par les ministères de l'Intérieur, des cultes et de la justice, énonce régulièrement des interdits sur les cimetières tels que par exemple l'exhumation des corps non baptisés ou libre-penseurs. Donc, cette situation est source de nombreux conflits, vous l'imaginez, et cette tension se solde par la loi donc, du 14 novembre 1881 qui va abroger les dispositions de ce type. Donc, désormais, il est interdit dans les cimetières communaux de créer des séparations en raison de différences de culte. Le principe de laïcisation des cimetières s'impose. C'est la disparition donc, des symboles chrétiens essentiellement dans les espaces publics du cimetière. Cette sécularisation est notamment portée par, parallèlement, un mouvement, le mouvement qu'on connaît très largement comme le mouvement crématiste, avec la loi du 15 novembre 1887, donc, qui va consacrer la liberté de funérailles. Donc, cette loi proscrit l'édiction d'une réglementation spécifique relativement à l'appartenance ou à la non-appartenance du défunt à une religion, quelle qu'elle soit. Les honneurs funèbres sont alors étendus au bénéfice de toute personne majeure, sans tenir compte de ses opinions politiques, philosophiques, religieuses, spirituelles. S'en suivra une lutte idéologique entre les libres penseurs et l'Église catholique. On passe maintenant au XVIIIe siècle. Je vais revenir avec certains textes que vous connaissez. Je vous laisse vraiment les lire. Vous les connaissez très largement. Donc, 18-19e siècle, plusieurs arrêtés municipaux donc, sont décrétés afin de restreindre certaines dérives. Les querelles de pouvoir entre municipalités et églises sont légion à l'époque et il s'agit de réaffirmer la non-intervention de l'État dans les cérémonies, à ce moment-là, les processions et autres manifestations religieuses extérieures d'un culte sont désormais réglées. Cette frontière-là est encore aujourd'hui très, très, très délicate et liée à beaucoup d'ambiguïtés, autant émotionnelles qu'au niveau juridique. Donc la loi du 9 décembre 1905, relative à la séparation de l'Église et de l'État, donc qui est la loi emblématique française de l'État laïque. Elle prévoit que les cimetières confessionnels et les emblèmes religieux existants antérieurs à 1905 peuvent subsister, mais qu'aucun autre ne sera créé. On pense souvent à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait de cette loi ? Mais cette loi amène le fait qu'il y a quelque chose d'avant la loi. Donc, à l'intérieur des cimetières, les lieux de sépulture sont considérés comme des parties privées que les familles peuvent aménager librement avec des signes religieux si elles le souhaitent. Donc, ces choses-là mettent, j'allais dire, de l'eau au moulin au fait qu'il n'y a pas de neutralité absolue. Il y a une neutralité en droit, mais dans les faits, on va se balader dans un cimetière et effectivement, on va voir des signes religieux. C'est quelque chose d'important à mentionner. Vu que je viens de loin, je me permets de le dire. Bref, la gestion des cimetières relève aujourd'hui donc d'une compétence publique territoriale, vous le savez bien. Donc, en passant maintenant aux enjeux socio-anthropologiques, la neutralité de l'État est érigée en principe. Le cimetière doit être interconfessionnel sans qu'aucune séparation ne soit établie physiquement. La responsabilité de la mise en application incombe donc au conseil municipal. C'est quelque chose qui est important aussi de rappeler l'ambiguïté qu'il y a à nommer carré confessionnel, en sachant que carré définit une zone qui est géographiquement et territorialement
géométrique. Donc pour comprendre cette géométrie, on a l'image de quelque chose qui est marqué. Or, en l'occurrence, aucune séparation ne doit être physiquement établie. Donc il y a aussi une ambivalence là-dessus. Après, je ne suis pas juriste, mais ce serait passionnant pour moi de discuter de ces sujets-là. Cela rend inconfortable la question des carrés confessionnels dont la demande devient de plus en plus pressante. Toutefois, je suis un peu étonné aussi de savoir que la demande devient de plus en plus pressante, sachant que beaucoup de spécialistes se posent ces questions-là depuis une quinzaine d'années. Donc je me demande à quel point, je n'ai pas de données récentes, là je suis assez ouvert à ça, de savoir à quel point la demande est beaucoup plus pressante aujourd'hui d'il y a 15 ans. Donc un paradoxe subsiste. Le Conseil d'État, pardon ? Oula, des réactions déjà. Un paradoxe subsiste. Le Conseil d'État français encourage la création de carrés confessionnels, mais souligne qu'il n'est pas possible en droit. Donc on en revient là où on était. Seulement, en pratique, pour répondre aux familles des différentes confessions. Actuellement en France, la majorité des cimetières sont publics. Il existe près de 80 carrés musulmans, des divisions israélites, bouddhistes, orthodoxes, etc. Il n'existe des cimetières musulmans aussi. Donc, par décret présidentiel donc, de 1934, inauguré en 1937, le cimetière musulman de Bobigny, qui est le seul privé musulman. Le cimetière musulman de Strasbourg, inauguré en 2012, qui est le seul public. Pourquoi Strasbourg ? Évidemment, vous le savez aussi, le concordat de 1801 en vigueur en Alsace-Moselle. Il y en a 2 à La Réunion et à Mayotte, où la loi de 1905 est non applicable. Je sais que c'est loin, mais je viens de loin. La création et la gestion des espaces regroupant les défunts de même confession est encadrée par une législation qui m'apparaît à moi précise, n'étant pas juriste. Il s'agit donc là non pas d'un accommodement, mais d'une neutralité aménagée. Tout repose sur la bonne volonté et la motivation des conseils municipaux. Ce n'est pas simple pour autant. Bref, le respect de la neutralité n'est assuré que si le maire se contente d'accéder aux requêtes qui lui sont adressées, sans jamais accepter ou refuser une demande pour un motif religieux. Concernant les cimetières confessionnels, qui restent d'avant la loi, donc cette survivance, le propriétaire détermine le droit d'inhumer des corps, mais la commune demeure celle qui l'y autorise. Il y a une préséance juridique. Donc, c'est important de comprendre que la justification de ce qu'on évoquait tout à l'heure, d'être assez religieux ou pas assez religieux selon l'endroit, on ne s'en mêle pas. Donc, l'ambivalence est telle que depuis 1970, le ministère de l'Intérieur a publié 3 circulaires pour encadrer cette pratique. Ce qui m'apparaît assez amusant, c'est notamment l'intervention de Philippe Bluteau, avocat à la Cour, qui résumait la circulaire de 2008 dans ces termes. Donc, la doctrine de l'État est donc très très claire. Le maire peut créer des carrés confessionnels, de fait, en veillant à ne pas les reconnaître. Encore une fois, ça m'apparaît très ambivalent. Mais moi, je suis très à l'aise avec cette ambivalence. Donc, or, devant cette ambivalence de la loi, les citoyens français ne sont pas moulés dans un tout uniforme. C'est ce qui m'intéresse davantage à cet égard. Ils composent une diversité républicaine, un pluralisme de particularismes. La croissance du taux de crémation depuis les années 1980, celle de la prévoyance funéraire, tout comme les désirs de personnalisation des funérailles, sont à mon sens symptomatiques d'une société qui exprime un changement dans les représentations sociales de la mort. Donc, et également les questions juridiques. Il y a eu énormément de changements les dernières années, les 15 dernières années. Donc c'est ainsi qu'un nouveau modèle de la mort s'institue progressivement. Et devant cette société en mutation, juristes, élus et professionnels sont conduits à s'adapter et, des opinions aux actes, nos convictions aussi, entre un désir de normativité, plutôt rassurant, et un désir de dérégulation, plus excitant. Tout comme cela a été le cas avec la crémation. Pendant très longtemps, le pays de la laïcité gardait ses obsèques principalement religieuses. Et quoique la pratique religieuse en matière d'obsèques soit en érosion, elle illustre parfaitement l'attachement aux traditions religieuses et civiles qu'on connaît. Elle me semble aussi être un indicateur pour analyser l'homo religiosus, puisque nous sommes face à un autre paradoxe, social cette fois-ci. La proportion des funérailles dites religieuses dépasse la déclaration des Français s'affirmant croyants. Étonnant.
Sur le plan socio-anthropologique, la conformité des dernières volontés du défunt inhumé explique pour une part cette réalité. Cette génération vieillissante a majoritairement connu une éducation religieuse. C'est un fait. Et leur désir de choisir un chemin de sens plus traditionnel est conforme à leur propre représentation de la mort. Le fait qu'on fasse des cérémonies certains jours plutôt que d'autres. Le fait que les corps soient disposés d'une certaine manière. L'idée que nous nous faisons du respect des morts est quelque chose qui correspond à un chemin traditionnel significatif qu'on nous a inculqué et transmis. Donc, leurs besoins de sens trouvent ainsi une place dans ce qu'ils considèrent familier, connu, plus respectueux à leurs yeux. Ces éléments convergent sur l'idéal d'une primauté du respect des dernières volontés du défunt. Ultimement, on respecte ces dernières volontés. Comme je l'ai démontré dans mes recherches, ce respect est lié à la conformité des prescriptions auxquelles l'acteur endeuillé donne de l'importance. C'est très important de respecter ça pour l'endeuillé. Et cela, quelle qu'elle soit religieuse, comme les rites du dernier sacrement pour certaines personnes, ou qu'elle soit plus bricolée, comme le dessin d'un enfant dans le cercueil de mon papy, ou encore plus écologique. On va voir par exemple l'accroissement des mouvements do-it-yourself au Royaume-Uni, où on montre comment construire son cercueil soi-même à la maison. L'existence et l'usage des espaces confessionnels dans les cimetières est une disposition qui peut participer positivement à la ritualisation des endeuillés en permettant de manifester son propre respect à l'égard des proches. Comme le doyen Georges Vedel l'a écrit, la laïcité correspond à l'affirmation que l'État considère la croyance ou l'incroyance comme une affaire privée. Ça veut dire que positivement ou négativement, en tant que gestionnaire et autorité de police, je ne dois pas déterminer en raison du culte, croyance ou en l'absence. Finalement, toutes ces questions-là, je devrais pouvoir m'en éloigner. C'est jamais simple en pratique. Dernier point sur lequel je vais aborder, c'est quelques propositions et apporter peut-être un éclairage. Et là-dessus, j'aimerais ça ouvrir peut-être sur des questions sur le ailleurs, si vous le voulez. Il me semble intéressant de penser cette demande d'espace aménagé comme une opportunité d'unifier la diversité des identités sans amener la violence d'une uniformisation normative. Je trouve ça intéressant qu'il y ait un débat et je trouve ça très intéressant que ce soit amené dans un tel contexte. La discussion est intéressante pour ce qu'elle apporte. Si l'on comprend la réalité du terrain, la famille d'un défunt est devant la situation suivante. Respecter les volontés de sa mère. Ne pas les respecter. Pour les respecter, ai-je les moyens symboliques, économiques, temporels, socio-familiaux? Non, je ne les ai pas. Oui, je les ai. À ce moment-là, si je les ai, comment? Toilette traditionnelle? Une thanatopraxie? Un retour à un pays? Qu'est-ce que je vais faire? Or, pour une mère ou un père qui exprime la volonté de suivre la tradition de son culte, même si ce n'est pas la mienne, cela nécessite que les moyens existent. Dans les traditions juives et musulmanes, l'accompagnement, c'est des exemples, il y en a d'autres, l'accompagnement en fin de vie, la toilette de la dépouille, le lieu de l'inhumation, l'orientation du corps sont des éléments déterminants du rituel. Évidemment, chaque famille vit cela différemment. Et il y a des chicanes, comme on dit au Québec, à l'intérieur des familles là-dessus. En l'occurrence, l'orientation des tombes, c'est un élément qui est en conformité à une tradition qui existe. Et sans rentrer dans les détails de chaque situation, ce qui appartient au service du culte, que cela soit assez large ou assez réduit, la municipalité n'a pas son mot sur la question en raison du principe de neutralité, ce qui n'est pas toujours simple à tenir à ce moment-là. Toutefois, si en droit, il n'est absolument pas possible de réserver une section du cimetière pour les juifs, les musulmans, les orthodoxes, il est possible d'aménager en pratique des espaces non séparés, carrés non séparés, espaces non séparés, conformément à la loi, mais aussi à certaines règles de tradition confessionnelle. Pas de confession, des règles qui sont des lignes directrices. L'orientation
l'orientation vers Jérusalem, par exemple, ou l'orientation vers la Mecque, la Qibla. Toutefois, sachant que le maire autorise l'inhumation, cela ne peut pas être en raison de ma foi ou de mon absence de foi, voire de mes convictions politiques. Concrètement, cela signifie qu'un mari juif pourrait théoriquement demander à être inhumé avec sa conjointe musulmane et ses enfants sans confession dans un espace funéraire orienté vers Jérusalem. C'est quelque chose qui est pensable, c'est quelque chose qui est dans la pratique pas simple. Là-dessus, j'ai hâte de vous entendre. La volonté de s'inscrire dans la postérité, non pas comme Français étrangers envoyés dans une terre sacrée étrangère, mais comme Français républicains, musulmans, laïcs, catholiques, juifs, est analysée comme une réussite du modèle d'intégration français par certains auteurs. Ce qui importe est d'abord et avant tout l'esprit et le processus qui conduit à la décision du carré confessionnel. Dans le cadre de la loi, il est possible d'offrir un dispositif aménagé conforme à une diversité d'orientation des sépultures, susceptible de favoriser le deuil en améliorant les conditions du travail de deuil de ses concitoyens. Suivez comme il y a un jeu de langage là-dedans. Ce n'est pas le jeu des mots qui m'importe, c'est le jeu de l'esprit là-dedans. Dans le cas où la motivation municipale tend à créer de tels dispositifs, il s'agit de mettre en œuvre un dispositif de concertation visant à faciliter l'intervention de deuil en contexte de diversité républicaine. Nous sommes aujourd'hui face à l'affirmation identitaire d'un métissage complémentaire qui constitue la diversité française. Reste à chacun de s'interroger sur l'existence d'un sentiment d'appartenance pluriel. Est-il possible, à vos yeux, d'être un enfant d'immigrants et de se sentir plus grec que français, mais quand même se sentir français, mais très républicain, d'être de droite et de tradition orthodoxe? Est-il possible de se sentir mère, kabyle, femme, musulmane et française? Pour dépasser les dissonances quand vient la mort, il existe des solutions de fait. Le carré confessionnel est une disposition possible, un élément existant dans la chaîne opératoire funéraire, pas le seul. Celui-ci a un rôle à jouer dans le processus de ritualisation funéraire et a un impact sur le vécu du deuil. Mais peut-être d'autres voies sont à inventer, peut-être au niveau juridique, mais peut-être ailleurs aussi. Pour l'heure, c'est une solution de fait, pragmatique, et non une solution de droit. Cela peut être pensé à la manière d'un aménagement paysager, comme un aménagement écologique. Cela serait un aménagement civil diversifié. Évidemment, c'est plus complexe que simplement le dire, puisqu'il y a déjà des orientations dans le cimetière. Le cimetière est dans un espace et on ne peut pas tout déplacer là-dedans. Donc pour conclure, je reviens à l'idée de départ de mon raisonnement. Les carrés confessionnels posent une question essentiellement politique, celui d'un vivre ensemble dans un même espace, et je vous dirais d'un mourir ensemble. Et donc ne pas voir leur apparition comme une forme de communautarisme post-mortem, mais comme l'ultime volonté d'inscription territoriale dans une filiation nationale. Ça change complètement le point de vue. Développer des carrés confessionnels n'est pas une décision qui se prend sur des considérations religieuses. La loi est très claire là-dessus, de mon point de vue. C'est une question motivée par l'équité devant les dispositifs et les aménagements pour vivre le deuil d'un proche. C'est la promotion d'une société de compassion dans le partage d'un espace d'accueillir, dans le partage d'un espace d'accueil de son voisin décédé. Un mourir ensemble aménagé pour un vivre ensemble républicain. Vous l'aurez compris, mes arguments reposent sur la volonté d'élargir une médiation éthique de diversité devant le mourir, la mort et le deuil. Dans la société, en favorisant quoi ? En favorisant la mise en place de dispositifs opératoires et de médiation citoyenne concertée. Je terminerai mon propos sur deux citations de L'Esprit des Lumières que je vous laisse lire de Montesquieu. Donc une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Voilà, je vous remercie beaucoup.